La pluie battait avec force les grandes fenêtres du 35 étages, du plus haut gratte-ciel du centre-ville de Montréal. Richard Dubois, les mains tremblantes, tenait le rapport financier qui venait de tout changer. Les chiffres ne mentaient pas. Quelqu'un volait sa compagnie et les soupçons pointaient directement vers le service de nettoyage. « Impossible », murmura-t-il alors que ses yeux parcouraient chaque ligne du document. Pendant des années, il avait fait une confiance aveugle à son personnel de nettoyage, surtout à Marie, cette femme silencieuse qui travaillait toujours tard quand lui était encore au bureau, mais les faits étaient irréfutables. Il manquait des fournitures coûteuses, des produits de nettoyage spécialisés auxquels seul le personnel de nuit avait accès. Le détective privé qu'il avait engagé des semaines auparavant avait finalement remis son rapport préliminaire. Les caméras de surveillance montraient des mouvements suspects, des silhouettes transportant des boîtes après les heures de travail. Richard sentit comme si son cœur avait été arraché. Comment était-il possible que la personne en qui il avait le plus confiance, la seule employée qui connaissait les recoins les plus privés de son bureau, puisse le trahir de cette manière? Cette nuit-là, tandis que Marie terminait sa routine de nettoyage, Richard resta caché dans son bureau, lumières éteintes. À travers la fente de la porte, il observa chaque mouvement de la femme qui avait nettoyé son espace pendant plus de 3 ans. Ces mouvements étaient les mêmes que d'habitude, méticuleux, respectueux, presque révérencieux avec chaque objet qu'elle touchait. Mais alors, il se passa quelque chose qui lui glaça le sang. Marie se dirigea vers le placard à fournitures avec une clé qu'elle ne devrait absolument pas avoir. Richard la vit sortir plusieurs produits de nettoyage industriel, des désinfectants spécialisés et d'autres articles coûteux qu'elle rangea soigneusement dans un grand sac. Son cœur se brisa en 1000 morceaux, en confirmant ses pires craintes. « Je n'arrive pas à y croire », murmura-t-il, sentant la trahison lui brûler la poitrine comme de l'acide. Pendant des années, il avait été généreux avec ses employés, il avait payé des salaires équitables, il avait offert des primes lors d'occasions spéciales. Pourquoi Marie ferait-elle une chose pareille? Pourquoi risquerait-elle tout pour quelques produits de nettoyage? Quand Marie eut fini et se dirigea vers l'ascenseur, Richard prit une décision qui allait tout changer. Il n'appellerait pas la police. Il ne confronterait pas la femme immédiatement. Il avait besoin de comprendre pourquoi. Il avait besoin de savoir ce qui l'avait poussée à devenir une voleuse. Silencieusement, Richard suivit Marie jusqu'au stationnement. De sa Mercedes noire, il maintint une distance prudente tandis que le vieil autobus de ville s'éloignait dans les rues mouillées de la ville. Son cœur battait avec un mélange de colère et de déception qu'il n'avait jamais connu. Cette femme avait violé sa confiance de la manière la plus vile possible. L'autobus fit plusieurs arrêts avant que Marie ne descende dans un quartier que Richard n'avait jamais visité. C'était une zone où les rues n'étaient pas asphaltées, où les maisons semblaient construites avec des bouts de différents matériaux, où la pauvreté se respirait à chaque coin de rue. Richard continua de garder ses distances, sa Mercedes détonnant complètement avec l'environnement. Marie marcha encore 20 minutes, portant ce sac qui contenait les produits volés. Richard la suivit à pied, restant dans l'ombre, sentant sa colère grandir à chaque pas. Pourquoi avait-elle besoin de tant de désinfectants? Avait-elle un commerce parallèle de produits de nettoyage? L'idée qu'il ait involontairement financé une opération délictueuse lui soulevait l'estomac. Finalement, Marie s'arrêta devant une construction qui laissa Richard sans voix. Ce n'était pas une maison, mais une structure abandonnée, avec des murs fissurés, des fenêtres cassées, bouchées par des cartons, et un toit qui avait clairement connu de meilleurs jours. L'endroit semblait sur le point de s'effondrer, et pourtant, Marie se dirigea vers la porte principale, comme si c'était sa maison. « Quel est cet endroit ?» se demanda Richard, sentant la confusion remplacer progressivement sa colère. Cela ne ressemblait pas au repère d'une voleuse professionnelle. Cela ressemblait plutôt au refuge de quelqu'un de désespéré. Marie ouvrit la porte et disparut à l'intérieur. Richard attendit quelques minutes avant de s'approcher avec prudence. Les fenêtres obstruées ne lui permettaient rien de voir, mais il pouvait entendre des voix à l'intérieur, des voix qui le laissèrent complètement paralysé. C'étaient des voix d'enfants. « Maman, tu es là !» entendit-il une voix enfantine pleine de joie. Lucas a toussé toute la nuit et Sophie a beaucoup de fièvre. Richard sentit comme si on lui avait donné un coup de poing dans la poitrine. Des enfants. Marie avait des enfants vivant dans cet endroit. Son esprit commença à traiter lentement une réalité qu'il n'avait pas envisagée. Les produits de nettoyage, les désinfectants spécialisés. Et si elle ne les volait pas pour les vendre? Il s'approcha d'une des fenêtres qui avait un petit trou dans le carton qui la couvrait. Ce qu'il vit à travers cette petite ouverture changea tout ce qu'il croyait savoir sur Marie Tremblay. À l'intérieur de cette maison abandonnée, éclairée seulement par quelques bougies, il y avait 3 enfants.
un adolescent qui semblait s'occuper de deux plus jeunes, dont l'un était clairement malade. Marie avait sorti les produits de nettoyage et désinfectait méticuleusement chaque surface, chaque recoin de cette habitation précaire. Ses mouvements étaient les mêmes que ceux que Richard avait observés dans son bureau. Minutieux, méthodiques, remplis d'un amour qu'il comprenait maintenant parfaitement. « Mon petit, viens ici !» entendit-il Marie dire à l'enfant le plus jeune. « Il faut te soigner, c'est tout. Je ne peux pas te perdre toi aussi. » Richard recula, sentant les larmes commencer à lui monter aux yeux. Aussi, qu'est-ce que cela signifiait? Son cœur se brisait en réalisant qu'il avait mal jugé cette femme. Elle ne volait pas par avarice ou méchanceté. Elle volait pour survivre, pour maintenir ses enfants en vie dans des conditions qu'aucun être humain ne devrait affronter. Mais alors, une voix d'enfant brisée traversa la nuit comme un coup de poignard. « Maman, papa va-t-il revenir un jour? Va-t-il venir nous aider, comme il a promis avant d'aller au ciel ?» Le silence qui suivit fut plus dévastateur que n'importe quel cri. Richard comprit à ce moment-là que cette femme ne luttait pas seulement contre la pauvreté, mais aussi contre la perte de quelqu'un de très important. Et pendant qu'il s'inquiétait pour des produits de nettoyage, elle menait une bataille épique pour maintenir sa famille en vie. Richard resta immobile pendant plusieurs minutes, traitant la réalité dévastatrice qu'il venait de découvrir. Ses jambes tremblaient alors qu'il s'éloignait silencieusement de la fenêtre, son esprit luttant pour comprendre comment il avait pu être si aveugle à la souffrance de l'une de ses employées les plus dévouées. Il retourna à sa Mercedes, le cœur brisé, mais ne put démarrer le moteur. Ses mains tremblaient tellement qu'il ne parvenait pas à insérer la clé. Les mots de l'enfant résonnaient encore dans sa tête comme un écho douloureux. « Papa va revenir un jour ». L'innocence de cette question, l'espoir désespéré dans cette voix enfantine, l'avait frappé plus fort que n'importe quelle nouvelle d'affaires qu'il ait jamais reçue dans sa vie. Il resta assis là, observant cette maison délabrée où une mère célibataire luttait pour maintenir ses 3 enfants en vie. À travers les fissures des murs, il pouvait voir la faible lumière des bougies bouger, créant des ombres dansantes qui semblaient raconter une histoire de résistance et d'amour inébranlable. « Mon Dieu, qu'ai-je fait ?» murmura Richard, se couvrant le visage de ses mains. Pendant des semaines, il avait prévu de renvoyer Marie. Il avait envisagé de porter plainte pour vol. Il avait permis à la méfiance d'empoisonner chaque interaction avec elle. Et tout ce temps, elle avait utilisé ces produits pour créer un environnement propre et sûr pour ses enfants malades. Il se rappela alors toutes les fois où il avait vu Marie travailler très tard, toujours avec un dévouement qui lui avait paru admirable, mais qu'il comprenait maintenant parfaitement. Chaque minute supplémentaire qu'elle passait au bureau signifiait de l'argent additionnel pour sa famille, signifiait une opportunité de plus de ramener à la maison les ressources nécessaires pour ses enfants. Soudain, il entendit des voix provenant de l'intérieur de la maison. Il semblait qu'une sorte de crise se déroulait. Richard sortit silencieusement de la voiture et s'approcha à nouveau de la fenêtre, son cœur battant avec un mélange d'inquiétude et de curiosité. « Maman, Lucas n'arrive pas à bien respirer », entendit-il une petite fille dire, pleine de panique. « Il devient tout bleu et fait des bruits bizarres quand il essaie de prendre de l'air. » Richard vit Marie se déplacer frénétiquement dans la pièce, portant le plus jeune enfant tout en essayant de le calmer. La scène qui se déroulait sous ses yeux était déchirante. Une mère désespérée essayant de sauver son fils avec des ressources très limitées. « Marc, apporte le vaporisateur que nous avons fait avec la marmite », ordonna Marie d'une voix tremblante mais ferme. « Sophie, aide-moi à tenir ton petit frère pendant que nous lui donnons la vapeur. Nous allons y arriver, mon amour. Maman ne laissera rien de mal t'arriver. » Richard observa, fasciné, comment cette famille improvisait des solutions médicales avec des éléments de base. Marc, le fils aîné, déplaçait une marmite d'eau chaude près du petit enfant, créant un vaporisateur maison, tandis que sa sœur tenait la petite tête du bébé. La coordination entre eux parlait d'une routine établie par le besoin, de frères et sœurs qui avaient appris à prendre soin les uns des autres dans des circonstances impossibles. « Pourquoi Lucas tombe-t-il si souvent malade, maman ?» demanda Sophie, avec cette honnêteté brutale que seuls les enfants possèdent. « Est-ce parce que nous vivons ici? Est-ce parce que nous n'avons pas de chauffage comme les maisons de mes camarades d'école ?» Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quelle réponse. Richard vit Marie lutter pour contenir ses larmes tout en continuant à appliquer la vapeur improvisée sur les voies respiratoires de son plus jeune fils. La question de la fillette avait touché une vérité dévastatrice que tous dans cette famille connaissaient, mais que personne n'osait verbaliser complètement. « Mon amour », répondit finalement Marie d'une voix brisée. « Parfois la vie nous met des épreuves très difficiles, mais l'important est que nous nous ayons les uns les autres et que maman fera tout son possible pour que vous alliez bien.
Papa nous surveille du ciel et il veut que nous soyons forts. » Richard sentit les larmes commencer à couler sur ses joues. La force de cette femme, sa capacité à garder espoir dans des circonstances si désespérées, le touchait d'une manière qu'il n'avait jamais connue. Toute sa vie, il avait été entouré de luxe, de commodité, de solutions immédiates à tout problème. Il n'avait jamais affronté la réalité de devoir choisir entre acheter des médicaments pour un enfant malade ou payer le loyer d'un logement décent. « Maman, » dit Marc avec une maturité déchirante, « demain je n'irai pas à l'école. Je resterai pour m'occuper de Lucas et Sophie pendant que tu travailles. En plus, j'ai entendu dire qu'au marché central, ils ont besoin d'aide pour charger des boîtes. Puis-je gagner de l'argent supplémentaire? »« Non, mon petit, » répondit Marie avec fermeté, bien que sa voix tremblât d'émotion. « Ton éducation est la chose la plus importante. C'est la seule façon pour que tu puisses un jour avoir une vie différente de la mienne. Je ne te permettrai pas de sacrifier ton avenir à cause de notre situation actuelle. Mais maman, nous avons besoin d'argent, » insista Marc. « Et en plus, si Lucas empire, quelqu'un doit être ici pour l'emmener à l'hôpital public. Tu ne peux pas manquer le travail parce que nous avons besoin de ce salaire. » Richard réalisa qu'il assistait à une conversation qui se répétait constamment dans cette famille, la terrible décision entre la survie immédiate et l'espoir futur. Chaque jour, Marie devait choisir entre prendre soin de ses enfants malades ou conserver le travail qui les maintenait en vie. Et ses enfants, à peine des gamins, assumaient déjà des responsabilités qui reviendraient à des adultes. « Écoutez-moi bien, » dit Marie, attirant ses 3 enfants vers elle dans une étreinte collective que Richard put voir clairement à travers la fenêtre. « Je sais que la situation est très difficile en ce moment. Je sais que vous avez froid, que Lucas est malade, qu'il n'y a parfois pas assez à manger. Mais je vous promets que cela va changer. Maman travaille très dur pour trouver un meilleur endroit où vivre. »« Vraiment, maman ?» demanda Sophie avec ses yeux brillants pleins d'espoir enfantin. « Nous aurons une maison avec du chauffage, et Lucas pourra mieux respirer. »« Oui, mon amour, » répondit Marie. Bien que Richard pût déceler l'incertitude derrière cette promesse, nous aurons une vraie maison, avec des chambres pour chacun de vous, avec de l'eau chaude, avec tout ce que vous méritez. Richard sentit son cœur se briser en réalisant que Marie faisait des promesses qu'elle ne pourrait probablement pas tenir. Avec son salaire de femme de ménage, même en travaillant des heures supplémentaires, il lui serait presque impossible de sortir sa famille de cette situation. Et pourtant, elle continuait à nourrir l'espoir de ses enfants, car c'était la seule chose qui les maintenait unis et désireux de se battre. Ce fut alors qu'il entendit quelque chose qui changea complètement sa perspective sur toute la situation. « Marc » dit Marie à voix basse, croyant que les plus jeunes enfants ne pouvaient pas entendre. « J'ai besoin que tu saches quelque chose d'important. Le travail dans l'entreprise de Monsieur Dubois. Dernièrement, j'ai dû prendre certaines choses du bureau. Des produits de nettoyage, des désinfectants. Je sais que c'est mal, mais avec Lucas si malade et sans argent pour acheter des médicaments. Maman, tu n'as pas à m'expliquer quoi que ce soit, » interrompit Marc avec une sagesse qui ne correspondait pas à son âge. « Tu fais toujours ce qui est juste. Si tu as pris ces choses, c'est parce que tu n'avais pas d'autre option. Papa disait toujours que lorsqu'il s'agit de protéger la famille, un parent fait tout ce qui est nécessaire. » Richard resta sans voix. Marie confessait à son fils aîné qu'elle avait pris des produits du bureau, mais la manière dont elle le faisait n'était pas celle d'une criminelle justifiant ses actes, c'était celle d'une mère désespérée, expliquant à son fils pourquoi elle avait dû compromettre ses propres valeurs morales pour les maintenir en vie. « Mais mon fils, » continua Marie, les larmes aux yeux, « je veux que tu comprennes que ce n'est pas ce que je veux vous enseigner. Dans des circonstances normales, je ne prendrai jamais quelque chose qui ne m'appartient pas. Votre papa était un homme honnête, travailleur, et il voulait que vous grandissiez en étant des personnes intègres. Ce que je fais maintenant n'est que temporaire, jusqu'à ce que nous trouvions une solution. »« Maman, papa ferait la même chose s'il était là, » répondit Marc en serrant sa mère dans ses bras. « Il nous a appris que le plus important est de prendre soin de la famille, et tu fais exactement cela. » Richard dut s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. La conversation qu'il venait d'entendre l'avait plus profondément marqué que toute expérience précédente dans sa vie. Cette femme avait été torturée par la culpabilité d'avoir pris ces produits. Elle avait enseigné à ses enfants que ce qu'elle faisait n'était pas bien, mais que parfois les circonstances extrêmes obligeaient les gens à prendre des décisions impossibles. Soudain, Lucas commença à tousser violemment, un son humide et préoccupant qui fit que toute la famille se mobilisa immédiatement. Richard vit Marie porter le petit enfant pendant que Marc et Sophie couraient apporter plus d'eau chaude pour le vaporisateur improvisé. « Lucas, mon amour, calme-toi » murmura Marie en berçant l'enfant. « Maman est là.
Tout ira bien. Respire doucement, comme je t'ai appris. Mais Richard pouvait voir que la situation empirait. Les lèvres de l'enfant avaient une teinte bleutée qui n'était définitivement pas normale, et sa respiration devenait de plus en plus laborieuse. Il était évident qu'il avait besoin d'une attention médicale professionnelle urgente. « Maman », dit Marc avec une panique croissante dans la voix. « Je crois qu'il faut l'emmener à l'hôpital. Il empire. »« Mon fils, tu sais que nous n'avons pas d'argent pour l'hôpital privé, » répondit Marie avec désespoir. « Et à l'hôpital public, ils vont prendre des heures à nous prendre en charge. En plus, ils vont nous poser beaucoup de questions sur où nous vivons, sur notre situation. » Richard réalisa que Marie avait peur de chercher de l'aide médicale, non seulement pour des raisons économiques, mais aussi parce qu'elle craignait que les autorités ne découvrent les conditions dans lesquelles elle élevait ses enfants. La peur qu'on lui retire ses enfants pour négligence ou pour vivre dans des conditions inadéquates la paralysait juste au moment où elle avait le plus besoin d'agir. « Maman, je me fiche de ce qu'ils diront », insista Marc. « Si Lucas souffre parce que nous ne l'avons pas amené à l'hôpital, je ne me le pardonnerai jamais. Et toi non plus. » Ces mots furent comme un coup de poignard pour Richard. Un enfant de 12 ans faisait face à la possibilité réelle de perdre son petit frère par manque de ressources médicales. Il voyait une famille se déchirer entre l'amour, la peur et le désespoir. Marie prit finalement une décision qui démontra l'ampleur véritable de son amour maternel. « Tu as raison, mon fils, » dit-elle avec détermination, enveloppant Lucas dans une couverture usée. « Allons à l'hôpital public. Je me fiche de ce que nous devrons affronter après. L'important maintenant est de sauver ton petit frère. » Richard les vit sortir de la maison abandonnée à l'aube. Une procession silencieuse de figures enveloppées dans des couvertures déchirées, marchant sous la pluie vers un arrêt d'autobus lointain. Marie portait Lucas, tandis que Marc tenait la main de Sophie. Et tous se déplaçaient avec cette urgence désespérée de ceux qui savent que chaque minute compte. Ce fut à ce moment-là que Richard Dubois prit la décision la plus importante de sa vie. Il ne pouvait pas rester là, debout, à observer en spectateur passif, pendant que cette famille luttait pour survivre. Il ne pouvait pas retourner à son manoir chaud et confortable, sachant qu'à quelques kilomètres de là, 3 enfants innocents payaient le prix de circonstances qui étaient complètement hors de leur contrôle. Il courut vers sa Mercedes et démarra le moteur. Il devait faire quelque chose. Il devait aider. Mais tandis qu'il conduisait derrière l'autobus qui emmenait la famille de Marie à l'hôpital, une question le tourmentait. Comment avait-il vécu 45 ans sans se rendre compte que ce type de souffrance existait si près de lui? Et plus important encore, quel genre d'homme était-il devenu s'il avait été capable de juger une mère désespérée sans chercher d'abord à comprendre son histoire? L'hôpital public Sainte-Rose ressemblait à un labyrinthe de désespoir sous les lumières fluorescentes qui clignotaient par intermittence. Richard arriva quelques minutes après la famille de Marie, stationnant sa Mercedes dans une zone où elle détonnait définitivement parmi les véhicules détériorés et les ambulances qui allaient et venaient constamment. Depuis l'entrée principale, il put voir Marie courir vers le comptoir des urgences avec Lucas dans les bras, tandis que Marc et Sophie la suivaient de près. Le petit enfant avait empiré pendant le trajet en autobus. Sa respiration était devenue si laborieuse que même de loin, Richard pouvait voir comment il luttait pour chaque bouffée d'air. « S'il vous plaît, mon fils n'arrive pas à respirer », entendit-il Marie crier à l'infirmière de garde, une femme d'âge moyen qui semblait avoir vu trop de souffrance pour être surprise par quoi que ce soit. Il empire toute la nuit, et maintenant, il devient bleu. « S'il vous plaît, vous devez l'aider. » L'infirmière, dont la plaque l'identifiait comme Carmen Roy, regarda l'enfant avec une expression professionnelle mais compréhensive. Cependant, ces mots suivants furent comme des poignards pour le cœur de quiconque les entendait. « Madame, je vois que votre fils a effectivement besoin d'une attention immédiate, » dit Carmen, en vérifiant rapidement les signes vitaux de Lucas. « Mais j'ai besoin que vous remplissiez ces formulaires d'abord. Informations personnelles, adresse, assurance maladie, mode de paiement. »« Des formulaires ?» interrompit Marie avec un désespoir évident dans sa voix. « Mon fils est très mal et vous me demandez des formulaires? S'il vous plaît, occupez-vous de lui d'abord, et après nous remplirons tous les papiers que vous voulez. »« Je comprends votre inquiétude, madame, mais ce sont des procédures obligatoires, » répondit l'infirmière avec cette froideur institutionnelle qui caractérise les systèmes de santé surchargés. « Sans la documentation complète, nous ne pouvons pas traiter son admission au système. » Richard observait la scène à une distance prudente, sentant l'indignation monter en lui. Il assistait à la façon dont la bureaucratie pouvait se transformer en tragédie pour ceux qui n'avaient pas de ressources. Tandis que Lucas luttait pour respirer, le système exigeait de sa mère qu'elle priorise la paperasse sur la vie de son fils.
« Maman, donne-lui les papiers qu'elle veut », murmura Marc, essayant d'être le grand frère responsable que les circonstances l'avaient obligé à devenir. « Je peux m'occuper de Sophie pendant que tu remplis tout ça. » Mais quand Marie commença à remplir les formulaires, la cruelle réalité de sa situation devint évidente. Dans la case de l'adresse, elle resta paralysée. Que pouvait-elle écrire? Maison abandonnée sans numéro dans le quartier défavorisé. Cela ne soulèverait-il pas des soupçons sur sa capacité à prendre soin de ses enfants? « Madame, j'ai besoin d'une adresse valide », insista l'infirmière Carmen, notant l'hésitation de Marie. « C'est une information requise pour le dossier médical. »« C'est que nous sommes en train de déménager », mentit Marie, ses mains tremblantes en tenant le stylo. « Nous restons temporairement chez des proches. »« L'adresse des proches, alors ?» interrompit Carmen avec une impatience croissante. Il y avait une file de personnes attendant derrière Marie, et il était évident que la pression du travail affectait sa patience. Richard vit Marie s'effondrer lentement. C'était une femme fière qui avait travaillé toute sa vie, qui avait maintenu sa dignité même dans les circonstances les plus adverses. Mais maintenant, avec son fils dans un état critique dans ses bras, elle était forcée de mentir et de s'humilier devant un système qui semblait conçu pour expulser les plus vulnérables. Ce fut alors que Lucas commença à subir une crise soudaine. « Mon bébé! Quelque chose arrive à mon bébé !» cria Marie tandis que le petit Lucas empirait brusquement et que la salle entière se paralysait. Les convulsions étaient terrifiantes à regarder. Le petit corps de Lucas se contractait violemment, tandis que ses petits yeux devenaient complètement blancs. L'infirmière Carmen réagit finalement avec l'urgence que la situation méritait depuis le début. « Code bleu aux urgences. »« J'ai besoin d'un médecin ici immédiatement », cria-t-elle en prenant Lucas des bras de Marie et en courant vers les salles de traitement. « Ne me retirez pas mon fils », sanglota Marie en essayant de suivre l'infirmière. « S'il vous plaît, laissez-moi être avec lui. C'est juste un bébé, il a peur. »« Madame, vous devez rester ici pendant que nous stabilisons l'enfant », lui dit un agent de sécurité, lui bloquant le passage avec cette autorité impersonnelle qui caractérise ceux qui appliquent des règlements sans considérer la douleur humaine qu'ils causent. Les membres de la famille ne peuvent pas entrer dans la zone de traitement pendant les urgences médicales. Richard assista à l'effondrement émotionnel de Marie. Cette femme forte, qui avait affronté la pauvreté, le veuvage et la responsabilité d'élever seuls 3 enfants, céda finalement. Elle s'effondra sur l'une des chaises en plastique de la salle d'attente, pleurant avec une intensité qui déchirait l'âme de quiconque l'écoutait. « Maman, ne pleure pas », lui dit Sophie, avec cette sagesse innocente des enfants qui ont vu trop de souffrance. « Lucas est très fort. Souviens-toi que papa disait toujours que notre famille a du sang de guerrier. Lucas ira bien parce qu'il a ta force. » Les mots de la fillette de 8 ans révélèrent quelque chose de fondamental sur cette famille. Ils avaient perdu leur patriarche, mais son héritage de force restait vivant en chacun de ses membres. Le père de ses enfants avait été clairement une figure importante, qui leur avait enseigné les valeurs de résistance et d'unité familiale. « Comment papa est-il mort, maman ?» demanda Marc d'une voix brisée, profitant de ce moment vulnérable pour poser une question qu'il avait évidemment réprimée depuis longtemps. « Tu ne nous as jamais dit exactement ce qui s'est passé. » Richard s'approcha un peu plus, sans être détecté, car il pressentait qu'il était sur le point d'entendre une vérité fondamentale pour comprendre la situation de cette famille. Marie respira profondément avant de répondre, essuyant ses larmes du revers de la main. « Votre papa était soudeur dans la construction », commença-t-elle d'une voix tremblante. Il travaillait sur de très hauts édifices, réalisant ces structures métalliques qui soutiennent tout. Un jour, l'entreprise pour laquelle il travaillait a décidé d'économiser sur les mesures de sécurité. Il n'y avait pas assez de harnais. Les plateformes étaient en mauvais état. Il est tombé ? Demanda Sophie avec cette brutalité directe que seuls les enfants peuvent exprimer. Oui, mon amour, confirma Marie, serrant ses 2 enfants aînés dans ses bras. Il est tombé du 18 étage parce que l'entreprise n'a pas voulu investir dans un équipement de sécurité adéquat. Et quand nous avons essayé qu'ils nous aident, quand nous avons demandé une compensation pour pouvoir continuer, ils nous ont dit que c'était de sa faute pour ne pas avoir fait attention. Richard sentit le sang lui geler les veines. Cette famille n'avait pas seulement perdu son principal soutien, mais elle avait été victime de la négligence corporative. Une entreprise avait priorisé les profits sur la vie humaine, et lorsque les conséquences de cette décision s'étaient avérées fatales, elle avait blâmé la victime. « C'est pour ça que nous n'avons pas pu rester dans notre ancienne maison ?» demanda Marc, reliant les points avec cette intelligence précoce que développent les enfants qui grandissent dans l'adversité. « Exactement, mon fils, » répondit Marie. « Sans le salaire de papa, nous n'avons pas pu payer le loyer.
Le propriétaire nous a expulsés après 2 mois de retard. Nous avons tout perdu, les meubles, les photos de famille, même les jouets que papa vous avait achetés pour Noël. L'image qui se formait dans l'esprit de Richard était dévastatrice. Cette famille avait eu une vie normale, une maison, une stabilité. Tout s'était effondré à cause de l'avidité corporative et du manque de responsabilité sociale. Marie était passée d'être l'épouse d'un travailleur respecté à devenir une mère célibataire, luttant pour maintenir ses enfants en vie dans une maison abandonnée. « Mais maman, » dit Sophie avec cet espoir inébranlable de l'enfance, « tu dis toujours que papa nous surveille du ciel. Tu crois qu'il aide Lucas en ce moment ?»« Bien sûr, mon amour, » répondit Marie, puisant sa force dans la foi qui avait maintenu sa famille unie. « Papa ne nous abandonnerait jamais. » Il parle aux médecins en ce moment même, leur disant exactement comment soigner Lucas. Ce fut à ce moment-là que le docteur apparut, un homme jeune qui semblait épuisé, mais qui maintenait cette sérénité professionnelle nécessaire pour donner des nouvelles médicales. Richard s'approcha suffisamment pour entendre tout ce qu'il avait à dire. « Famille Tremblay ?» demanda le docteur en consultant son presse-papier. « Oui, je suis la mère », répondit Marie, se levant immédiatement. « Comment va mon fils? Va-t-il bien? Votre fils Lucas souffre d'une infection respiratoire sévère, compliquée par la malnutrition et une exposition prolongée à des conditions environnementales défavorables, expliqua le docteur avec cette terminologie médicale qui sonnait effrayante pour des oreilles non professionnelles. Les convulsions ont été causées par le manque d'oxygène dû à l'obstruction de ses voies respiratoires. « Qu'est-ce que cela signifie en termes simples, docteur ?» demanda Marc, reprenant à nouveau ce rôle d'adulte qui ne lui correspondait pas à ses 12 ans. « Cela signifie que votre petit frère est très malade, parce qu'il a respiré de l'air contaminé et n'a pas reçu l'alimentation adéquate pour maintenir son système immunitaire fort, expliqua le docteur, faisant preuve d'une empathie qui contrastait avec la froideur bureaucratique des autres employés de l'hôpital. Il a besoin d'une hospitalisation immédiate, d'un traitement antibiotique intraveineux et de soins intensifs pendant au moins 1 semaine. Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quel cri. Richard vit Marie traiter lentement les implications de ces mots. Hospitalisation signifiait des dépenses qu'elle ne pourrait jamais couvrir. Traitement intensif signifiait qu'elle devrait manquer le travail, perdant le seul revenu qui maintenait sa famille en vie. « Docteur, » dit Marie d'une voix tremblante, « combien tout cela va-t-il coûter ?»« Madame, en ce moment, l'important est de sauver la vie de votre fils, » répondit le docteur, évitant habilement la question financière. « Les aspects économiques pourront être discutés plus tard, avec le service de la facturation. » Mais Marie avait vécu suffisamment de pauvreté pour comprendre que discuter après signifiait accumuler une dette impossible à payer, signifiait que pendant des années, elle paierait des factures médicales qui la maintiendraient dans la misère absolue. « Y a-t-il une alternative moins coûteuse ?» demanda-t-elle avec le désespoir d'une mère qui se noyait dans une mer d'impossibilité. « Quelque chose que je puisse faire à la maison. Je sais prendre soin d'enfants malades. Je le fais depuis des mois, Madame Tremblay, dit le docteur avec fermeté mais compréhension. Votre fils a besoin d'équipements médicaux que nous n'avons qu'ici à l'hôpital. Si vous tentez de le traiter à la maison, il y a une très forte probabilité qu'il ne survive pas. Êtes-vous prête à prendre ce risque? La question resta suspendue dans l'air comme une guillotine émotionnelle. Richard observa Marie lutter intérieurement entre l'amour inconditionnel pour son fils et la réalité écrasante de sa situation économique. C'était la décision la plus cruelle qu'aucune mère ne pourrait affronter. S'endetter à vie pour sauver son fils ou risquer de le perdre par manque de ressources. Ce fut alors que Richard Dubois prit la décision qui allait changer non seulement la vie de la famille Tremblay, mais aussi sa propre existence. Il sortit de l'ombre où il avait observé et s'approcha directement du groupe. « Excusez-moi, docteur, » dit-il avec cette autorité naturelle que confèrent l'argent et le pouvoir. « Je suis Richard Dubois et je prendrai en charge tous les frais médicaux de Lucas Tremblay. Je veux qu'il reçoive le meilleur traitement disponible, quel qu'en soit le coût. » Marie se tourna vers lui avec une expression de choc absolu. Ses yeux se remplirent de confusion, d'espoir et de terreur simultanément. Elle ne pouvait comprendre pourquoi son patron, l'homme à qui elle avait volé des produits de nettoyage, se tenait dans la salle d'urgence d'un hôpital public, offrant de payer le traitement de son fils. « Monsieur Dubois, » balbutia Marie. « Quoi? Comment? Pourquoi êtes-vous ici ?» Richard la regarda droit dans les yeux, et dans ce regard, il y avait un mélange de honte, d'admiration et de détermination que Marie n'avait jamais vu auparavant. « Marie, » dit-il d'une voix émue, « je suis venu te demander pardon. » Le silence dans la salle d'urgence devint si dense
qu'il semblait que même les machines médicales avaient cessé de faire du bruit. Marie regarda Richard avec une expression qui combinait choc, confusion et terreur pure. Ses enfants s'étaient instinctivement réfugiés derrière elle, ne comprenant pas pourquoi leur patron était apparu de nulle part au moment le plus vulnérable de leur vie. « Pardon ?» répéta Marie d'une voix à peine audible, comme si les mots s'étaient bloqués dans sa gorge. « Monsieur Dubois, je ne comprends pas ce qui se passe. Comment saviez-vous que nous étions ici? Pourquoi voulez-vous aider Lucas ?» Richard respira profondément, sachant que les mots suivants définiraient non seulement l'avenir de cette famille, mais aussi le type d'homme qu'il deviendrait à partir de ce moment. « Marie, je dois te confesser quelque chose de terrible, » commença-t-il, sa voix tremblante d'une émotion authentique. « Pendant des semaines, je t'ai fait enquêter. Je croyais que tu me volais des produits de nettoyage du bureau. J'ai engagé un détective privé. J'ai examiné les caméras de sécurité. Je t'ai espionné comme si tu étais une criminelle. » Les yeux de Marie se remplirent de larmes en comprenant l'ampleur de la situation. Son pire cauchemar se réalisait. Elle avait été découverte. Mais ce qui la dévastait le plus n'était pas la peur des conséquences, mais la honte que ses enfants entendent que leur mère avait été cataloguée comme une voleuse. « Maman n'est pas une voleuse », déclara Marc avec cette férocité protectrice que développent les enfants lorsqu'ils voient leurs parents attaqués. « Ma maman est la personne la plus gentille du monde. Si elle a pris ces choses, c'est parce que nous en avions besoin pour ne plus tomber malade. »« Je sais, mon fils, » répondit Richard, s'adressant directement à Marc avec un respect qui surprit tous les présents. « Et tu as raison, ta maman n'est pas une voleuse. J'ai été un idiot qui ne comprenait rien. Il va nous mettre en prison ?» demanda Sophie avec cette innocence déchirante des enfants qui ont appris trop tôt que le monde peut être cruel avec les vulnérables. « Non, mon amour, » répondit Richard, s'agenouillant pour être à la hauteur de la petite fille. « Personne n'ira en prison et personne ne fera plus jamais de mal à votre famille. » Le docteur, qui avait écouté toute cette conversation, toussa discrètement. « Excusez-moi, mais j'ai besoin de savoir si vous allez autoriser le traitement immédiat pour Lucas. L'enfant doit être transféré aux soins intensifs immédiatement. »« Autorisez tout », ordonna Richard sans hésitation. « Le meilleur traitement disponible, la meilleure chambre, les meilleurs spécialistes. L'argent n'est pas un problème. »« Monsieur Dubois », interrompit Marie, retrouvant sa voix malgré la situation accablante. « Je ne peux pas permettre que vous fassiez cela. Je n'ai aucun moyen de vous rembourser. Avec mon salaire de femme de ménage, il me faudrait toute une vie pour rembourser cet argent. »« Marie, » dit Richard, se levant et la regardant droit dans les yeux. « Après ce que j'ai découvert cette nuit, après avoir vu comment tu as vécu, après avoir compris pourquoi tu prenais ces produits, c'est moi qui devrais payer. Je devrais payer pour avoir été si aveugle, si insensible, si complètement inconscient de la souffrance qui se déroulait sous mon propre nez. Qu'entendez-vous par après ce que vous avez découverte ?» demanda Marie, bien qu'une partie d'elle craigne la réponse. Richard baissa les yeux, honteux d'avoir à admettre à quel point il avait violé la vie privée de son employé. « Je t'ai suivi jusqu'à chez toi. J'ai vu où tu vis. J'ai vu comment tu t'occupes de tes enfants. J'ai vu comment tu utilises ces produits que je pensais que tu volais. » L'expression de Marie passa de la confusion à l'horreur absolue. L'idée que son patron ait vu les conditions déplorables dans lesquelles elle élevait ses enfants, qu'il ait été témoin de sa plus grande honte, la remplit d'une humiliation si profonde qu'elle se sentit physiquement malade. « Vous avez vu la maison abandonnée ?» murmura-t-elle, couvrant son visage de ses mains. « Vous avez vu comment nous vivons. Vous avez vu que je n'ai pas d'eau chaude, pas de chauffage, que mes enfants dorment sur des matelas posés à même le sol. J'ai vu une mère extraordinaire faire l'impossible pour maintenir ses enfants en vie, » interrompit Richard d'une voix ferme et émue. « J'ai vu une femme qui prend des produits de nettoyage, non pas pour les vendre, mais pour désinfecter une maison où personne ne devrait vivre, mais qu'elle transforme en un foyer sûr pour ses bébés. »« Ce n'est pas vrai !» explosa Marie, la honte se transformant en désespoir. « Je suis une mère terrible. Mes enfants vivent comme des animaux à cause de moi. Lucas est ici parce que je n'ai pas pu leur offrir un foyer décent ou respirer un air pur. »« Ne dis pas ça !» cria Marc, serrant sa mère avec une intensité qui surprit tout le monde. « Tu es la meilleure maman du monde. Papa disait toujours que tu étais plus forte que 100 hommes réunis. Marc a raison, » ajouta Sophie en se joignant à l'étreinte familiale. « Maman, tu nous donnes de l'amour tous les jours, tu nous fais nous sentir en sécurité, tu nous apprends à être bons, c'est plus important que d'avoir une belle maison. » Richard observait cette scène d'amour inconditionnel et réalisait qu'il assistait à quelque chose qu'il, malgré toute sa richesse, n'avait jamais expérimenté. Ses enfants n'aimaient pas leur mère malgré la pauvreté. Ils l'aimaient précisément parce qu'elle avait tout sacrifié, même sa dignité, pour les protéger.
Marie, dit Richard avec une émotion qu'il n'avait jamais permise aux autres de voir. Sais-tu quel a été le moment qui m'a le plus marqué de tout ce que j'ai vu hier soir? Marie leva les yeux, incapable d'imaginer quel aspect de sa misère avait été le plus mémorable pour son patron. Ce fut quand j'ai entendu Lucas demander si papa allait revenir du ciel, continua Richard, sa voix se brisant légèrement. Et ensuite, quand je t'ai vu confesser à Marc que tu avais pris ces choses du bureau, j'ai vu une femme torturée par la culpabilité, enseignant à ses enfants que ce qu'elle faisait était mal, mais que parfois les circonstances extrêmes nous obligent à compromettre nos valeurs. Parce que c'est mal, murmura Marie. Voler est mal, quelle qu'en soit la raison. Tu ne volais pas, s'exclama Richard, avec une passion qui surprit même le docteur, qui avait écouté toute la conversation avec une fascination croissante. Tu prenais du désinfectant pour nettoyer la maison de tes enfants malades? Tu utilisais des produits de nettoyage pour créer l'environnement le plus hygiénique possible dans des conditions impossibles. Mais il ne m'appartenait pas, insista Marie, s'accrochant à cette intégrité morale qui avait été son guide tout au long de la crise. Tu as raison, admit Richard. Il ne t'appartenait pas, mais sais-tu quoi, il m'appartenait. Et si j'avais été un meilleur patron, un meilleur être humain, j'aurais vu qu'une de mes employées les plus dévouées luttait pour survivre. J'aurais remarqué que tu arrivais tôt et partais tard, non pas par ambition, mais par désespoir économique. Le docteur intervint finalement avec une urgence renouvelée. Excusez-moi, mais nous devons vraiment transférer Lucas immédiatement. Ses niveaux d'oxygène baissent à nouveau. Allez-y, docteur, ordonna Richard. Faites tout le nécessaire. Je veux des rapports médicaux toutes les heures. Tandis qu'une civière emmenait Lucas aux soins intensifs, Marie s'effondra sur une chaise, submergée par l'intensité émotionnelle de la situation. Ses deux enfants aînés se blottirent à ses côtés, formant cette unité familiale inébranlable qui avait été leur force pendant les mois les plus difficiles. « Monsieur Dubois, » dit Marie après plusieurs minutes de silence, « il y a quelque chose que vous devez savoir, quelque chose sur la raison pour laquelle nous avons fini par vivre dans cette maison abandonnée. » Richard s'assit en face d'elle, se préparant à entendre plus de détails d'une histoire qui l'avait déjà profondément marqué. « Mon mari, le père de mes enfants, s'appelait Jean, » commença Marie. Sa voix prenant cette qualité nostalgique que l'on a quand on parle d'être cher disparu. Il était soudeur industriel. Il travaillait à la construction de gratte-ciel et de ponts. C'était un homme bon, travailleur, qui rêvait de donner à ses enfants une vie meilleure que la sienne. « Que lui est-il arrivé ?» demanda Richard, bien qu'il pressentit que la réponse serait douloureuse. Il travaillait à la construction du nouveau complexe d'affaires Tour Platine, continua Marie, sans se rendre compte de l'impact que ces mots auraient sur Richard. L'entreprise de construction avait décidé d'économiser sur les équipements de sécurité. Les harnais étaient en mauvais état. Les plateformes ne respectaient pas les règlements. Mais il pressait les travailleurs de finir rapidement. Richard sentit le sang lui glacer les veines. Tour Platine était un projet qu'il connaissait très bien. C'était l'un des contrats les plus lucratifs de son entreprise ces dernières années. Jean est tombé du 18e étage parce que la plateforme de travail s'est effondrée, continua Marie, pleurant maintenant ouvertement. Quand j'ai essayé de faire en sorte que l'entreprise assume sa responsabilité, ils m'ont dit que c'était de sa négligence pour ne pas avoir correctement vérifié son équipement. Ils m'ont refusé toute compensation et m'ont menacé de me poursuivre si je continuais d'insister. « Quelle entreprise était-ce » demanda Richard, bien qu'une partie de lui connaisse déjà la réponse et espérait désespérément se tromper. « Construction Dubois » répondit Marie. « Dubois Industries, la même entreprise où je travaille maintenant, nettoyant les bureaux de l'homme dont la compagnie a tué mon mari. » Le silence qui suivit fut si absolu qu'on pouvait entendre le bourdonnement des lumières fluorescentes de l'hôpital. Richard sentit comme si le sol s'était ouvert sous ses pieds. Pendant des années, Marie avait travaillé pour lui, nettoyant son bureau, connaissant chaque détail de sa vie professionnelle, tout en gardant le secret le plus dévastateur possible. « Saviez-vous qui j'étais lorsque vous avez postulé ?» demanda Richard d'une voix à peine audible. « Bien sûr que je savais », répondit Marie avec un calme qui contrastait dramatiquement avec la tempête émotionnelle dans ses yeux. « Je savais exactement qui vous étiez. Le propriétaire de l'entreprise qui avait tué mon mari et ensuite avait détruit ma vie financièrement. « Pourquoi ?» demanda Richard, complètement submergé. « Pourquoi êtes-vous venu travailler pour moi? Pourquoi ne m'avez-vous pas confronté? Pourquoi n'avez-vous pas cherché à vous venger ?» Marie regarda ses deux enfants qui avaient écouté cette révélation avec des expressions de choc et de confusion croissante. « Parce que j'avais besoin du travail, » répondit-elle simplement. « Parce que mes enfants avaient besoin de manger. Parce que la vengeance n'allait pas ramener Jean à la vie, ni payer nos factures. »
Et parce que Jean m'a toujours enseigné que la haine n'empoisonne que celui qui la ressent. Mais je suis responsable de la mort de votre mari, balbutia Richard, les larmes coulant librement sur son visage. Mon entreprise, mes décisions concernant les coûts, ma pression pour livrer les projets rapidement. Oui, confirma Marie avec une sérénité plus dévastatrice que n'importe quel cri de colère. Vous êtes responsable, mais vous haïr n'allez pas nourrir mes enfants. Travailler pour vous, oui. À ce moment-là, Richard Dubois comprit qu'il avait été en présence d'une grandeur humaine qu'il ne pourrait jamais atteindre, peu importe combien d'argent il accumulait ou combien de pouvoir il obtenait. Cette femme avait trouvé la force de travailler pour l'homme responsable de sa tragédie. Elle avait maintenu son professionnalisme et son intégrité tout en nettoyant le bureau de celui qui avait détruit sa famille. « Marie », dit finalement Richard, « il n'y a pas de mots pour exprimer à quel point je suis désolé. Il n'y a aucun moyen de compenser ce que ma négligence a causé à ta famille. Mais je te jure sur la vie de mes propres enfants que je consacrerai le reste de mon existence à réparer cette erreur. » « Qu'est-ce que cela signifie exactement ?» demanda Marc, avec cette méfiance naturelle que développent les enfants qui ont vu les adultes promettre des choses qu'ils ne tiennent pas. Richard regarda le garçon de 12 ans qui avait assumé des responsabilités d'adulte trop tôt et prit la décision la plus importante de sa vie d'entreprise. « Cela signifie que ta famille ne manquera plus jamais de rien, » déclara-t-il, avec une détermination qui le surprit lui-même. « Cela signifie que vous aurez une maison décente, une éducation complète, des soins médicaux garantis et tout ce que votre père voulait vous donner quand il travaillait sur mes projets. Pourquoi devrions-nous vous faire confiance ?» demanda Sophie avec cette honnêteté directe des enfants. « Vous nous avez déjà fait du mal une fois. » Richard s'agenouilla à nouveau pour être à la hauteur de la fillette de 8 ans qui venait de lui poser la question la plus importante de sa vie. « Pourquoi ?» répondit-il d'une voix émue. « Votre famille m'a enseigné cette nuit ce que signifie vraiment être humain et parce que je ne permettrai plus jamais que mon ignorance cause autant de souffrance. » Les heures suivantes à l'hôpital se déroulèrent comme des montagnes russes émotionnelles que personne dans cette salle d'attente n'oublierait jamais. Richard y était resté toute la nuit, annulant d'importantes réunions, ignorant les appels d'urgence de son entreprise, complètement absorbé par une réalité qu'il n'avait jamais envisagée, la souffrance des personnes qui travaillaient pour lui. Toutes les 30 minutes, les infirmières sortaient avec des nouvelles de Lucas. Le petit enfant avait été branché à plusieurs machines, son petit corps luttant contre une infection qui avait progressé plus que ce qui avait été initialement pensé. Les médecins avaient expliqué que des semaines de vie dans des conditions insalubres avaient gravement compromis son système immunitaire. « Maman, Lucas va mourir ?» demanda Sophie avec cette crudité enfantine qui coupe comme un rasoir, après avoir vu un autre médecin sortir avec une expression inquiète. « Non, mon amour », répondit Marie, bien que Richard pût déceler l'incertitude derrière ces mots. « Lucas est fort comme son papa, il va s'en sortir. » Richard observait cette famille affronter la possibilité d'une autre perte dévastatrice. Ils avaient déjà perdu Jean. Ils avaient perdu leur foyer, leur stabilité économique, leur dignité sociale. L'idée qu'ils puissent aussi perdre Lucas était simplement insupportable. « Monsieur Dubois, » dit Marc soudain, brisant le silence tendu qui s'était installé dans la salle d'attente. « Puis-je vous poser une question ?»« Bien sûr, » répondit Richard, surpris par le sérieux dans la voix du garçon. « Avez-vous des enfants ?» La question frappa Richard comme un coup de poing à l'estomac. Oui, il avait des enfants. 2 adolescents qui vivaient dans un manoir, qui fréquentaient des écoles privées chères, qui n'avaient jamais affronté une seule difficulté réelle dans leur vie privilégiée, des enfants qui le connaissaient plus comme un pourvoyeur d'argent que comme un père présent. « Oui », admit-il d'une voix basse. « J'ai 2 enfants. Sébastien a 16 ans et Valérie a 14 ans. Ils savent où vous êtes maintenant. » Continua Marc avec cette intelligence émotionnelle que développent les enfants qui ont trop vu. « Non », confessa Richard, réalisant qu'il n'avait même pas pensé à contacter sa propre famille pour expliquer son absence. « Ils croient probablement que je suis en réunion d'affaires ou en voyage pour le travail. Comme toujours. »« Comme toujours ?» répéta Sophie avec une curiosité authentique. Richard réalisa que ses enfants, qui avaient perdu leur père tragiquement, ne pouvaient pas comprendre comment quelqu'un pouvait avoir des enfants vivants et en bonne santé, mais choisir d'être absent de leur vie. Pour eux, qui valorisaient chaque moment familial comme un trésor, l'idée d'un père qui priorisait le travail sur la famille était complètement incompréhensible. « Mes enfants sont habitués à ce que papa ne soit pas à la maison », expliqua Richard, sentant une honte croissante en verbalisant cette réalité. « J'ai toujours pensé que ma responsabilité était de gagner de l'argent pour leur donner tout ce dont ils avaient besoin. Grande maison, voiture chère, vacances en Europe, mais vous les serrez dans vos bras.
demanda Sophie avec cette simplicité qui va droit au cœur des choses importantes. Les serrer dans mes bras, répéta Richard comme si la question était dans une langue étrangère. Oui, insista la fillette. Nous serrons maman dans nos bras tous les jours, plusieurs fois par jour, surtout quand elle est triste ou inquiète. Vous serrez vos enfants dans vos bras quand ils sont tristes? Richard resta silencieux pendant de longues minutes, traitant une question qui révélait un vide fondamental dans sa vie familiale. Il ne pouvait se souvenir de la dernière fois qu'il avait serré Sébastien ou Valérie dans ses bras. Leurs interactions se limitaient à des questions sur les notes scolaires, des virements d'argent pour les dépenses et des conversations superficielles lors des rares dîners de famille. « Je crois que je ne les serre pas assez dans mes bras », admit-il finalement, sa voix se brisant légèrement. « Papa nous serrait dans ses bras tous les jours », partagea Marc avec un sourire nostalgique qui illumina momentanément son visage fatigué. Quand il rentrait du travail, avant que quoi que ce soit d'autre n'arrive, il nous serrait dans ses bras. Il disait que les câlins de ses enfants lui donnaient la force de travailler si dur. « Et les week-ends » ajouta Sophie, se joignant aux souvenirs familiaux. Papa inventait des jeux avec nous. Il transformait la maison en château ou en vaisseau spatial ou en jungle. Nous n'avions pas besoin de jouets chers parce que papa rendait tout amusant. Richard écoutait ces descriptions et réalisait que Jean Tremblay, un soudeur industriel aux revenus modestes, avait été infiniment plus riche que lui dans les seules choses qui comptaient vraiment. Il avait eu l'amour inconditionnel de sa famille. Il avait construit de précieux souvenirs avec ses enfants. Il avait été le centre émotionnel de son foyer. « Savez-vous ce qui nous manque le plus chez papa ?» demanda Marie, se joignant à la conversation d'une voix douce mais chargée d'émotion. « Quoi ?» demanda Richard, se préparant à une autre leçon sur ce que signifiait vraiment être père. « Les histoires », répondit Marie avec un sourire qui mêlait joie et tristesse. Chaque soir, Jean inventait des histoires différentes pour les enfants. Des histoires où ils étaient les héros, où ils surmontaient des obstacles, où ils apprenaient d'importantes leçons sur la façon d'être de bonnes personnes. « Il les inventait ?» demanda Richard, fasciné par un concept qu'il n'avait jamais envisagé. « Complètement », confirma Marc. Papa disait que les meilleures histoires étaient celles qui venaient du cœur, pas des livres. Il nous racontait des aventures où Lucas était un super-héros qui pouvait voler, où Sophie était une princesse qui sauvait des royaumes, où moi j'étais un explorateur qui découvrait de nouveaux mondes. « Et toujours », ajouta Sophie avec un enthousiasme croissant. À la fin de chaque histoire, papa nous disait que dans la vraie vie, nous étions encore plus spéciaux que dans les contes, parce que nous étions ses vrais enfants. Richard sentit les larmes commencer à couler à nouveau. Ses enfants avaient perdu un père qui non seulement les avait aimés, mais avait investi du temps, de la créativité et de l'énergie émotionnelle pour nourrir leur imagination, pour les faire se sentir précieux, pour construire leur estime de soi jour après jour. « Vos enfants vous ont-ils déjà demandé de leur raconter des histoires ?» demanda Marie avec une curiosité authentique. « Non », admit Richard. « Ils ont toujours eu des téléviseurs dans leur chambre, des jeux vidéo, des ordinateurs. Je n'ai jamais pensé qu'ils puissent vouloir quelque chose d'aussi simple que leur papa leur raconte une histoire. »« Peut-être », suggéra Marc avec une sagesse qui dépassait largement son âge. « Ils ne savent pas qu'ils peuvent vous le demander. Peut-être qu'ils attendent que vous le proposiez. » À ce moment précis, le médecin-chef des soins intensifs apparut dans la salle d'attente. Son expression était sérieuse, mais pas dévastatrice, ce qui attira immédiatement l'attention de toutes les personnes présentes. « Famille Tremblay », annonça-t-il en consultant son presse-papier. « J'ai des nouvelles de Lucas. » Marie se leva si rapidement qu'elle faillit perdre l'équilibre. Ses mains tremblaient alors qu'elle se préparait à entendre des nouvelles qui pourraient tout changer. « Comment va mon bébé, docteur ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Lucas a très bien répondu au traitement antibiotique », expliqua le médecin avec un sourire rassurant. Sa respiration s'est considérablement stabilisée et ses niveaux d'oxygène dans le sang reviennent à des paramètres normaux. Le soulagement qui s'empara de la famille fut si palpable que Richard put le ressentir physiquement. Marie s'effondra à nouveau sur sa chaise, cette fois de pure gratitude, tandis que Marc et Sophie se serraient dans leurs bras, pleurant de joie. « Cela signifie qu'il va bien ?» demanda Sophie, nécessitant une confirmation absolue. « Cela signifie que nous avons surmonté la crise immédiate », continua le docteur. « Cependant, Lucas devra rester hospitalisé pendant au moins une semaine de plus pour s'assurer que l'infection est complètement éliminée. Et après sa sortie, il nécessitera des soins spéciaux à la maison. »« Quel genre de soins spéciaux ?» demanda Marie. Bien que Richard soupçonna qu'elle devinait déjà où la conversation allait. Lucas a besoin de vivre dans un environnement complètement exempt d'humidité, de moisissure et de pollution de l'air, expliqua le médecin avec ce sérieux professionnel
qui indiquait qu'il n'y avait pas de place pour la négociation. Ses poumons ont été gravement affectés par l'exposition prolongée à des conditions environnementales inadéquates. Une rechute pourrait être grave. Le silence qui suivit fut dévastateur. Tous dans cette salle savaient que la maison abandonnée où vivait la famille Tremblay ne répondait en rien à ses exigences médicales. En fait, c'était exactement le type d'environnement qui pourrait mettre Lucas en danger s'il y retournait. « Docteur », dit Richard en se levant avec détermination, « quel type de logement serait idéal pour la récupération de Lucas ? Une maison avec un système de chauffage et de ventilation adéquat, sans problème d'humidité, de préférence avec des purificateurs d'air et définitivement sans exposition à la moisissure ou aux matériaux de construction détériorés, répondit le médecin, décrivant fondamentalement tout l'opposé de l'endroit où vivait la famille. Compris, dit Richard avec fermeté. Ce ne sera pas un problème. Monsieur Dubois, interrompit Marie, comprenant immédiatement les implications de ces mots. Je ne peux pas permettre que vous fassiez plus que ce que vous avez déjà fait. L'hôpital, les médicaments, c'est déjà trop. Marie, répondit Richard, la regardant droit dans les yeux. Ton fils a failli souffrir parce que ma négligence en affaires a tué son père et vous a forcé à vivre dans des conditions qu'aucun être humain ne devrait affronter. Ce n'est pas de la charité que j'offre, c'est de la justice. Mais une maison comme celle que décrit le docteur doit coûter une fortune, protesta Marie. Je ne peux pas accepter une chose pareille de votre part. Pourquoi pas ? Demanda Sophie avec cette logique simple des enfants. Si monsieur a de l'argent et que nous avons besoin d'une maison pour que Lucas ne tombe pas malade, pourquoi ne peut-il pas nous aider ? Pourquoi, mon amour ? Expliqua Marie patiemment. Quand quelqu'un te donne quelque chose de très grand, après, ils peuvent te demander des choses en retour que tu ne pourras être pas donné. Richard sentit ces mots, le frapper comme une gifle. Marie avait raison de se méfier. Dans son monde d'affaires, toutes les faveurs venaient avec des conditions. Toutes les aides avaient des coûts cachés. Toutes les générosités étaient des investissements déguisés. Marie, dit Richard avec une émotion qu'il n'avait jamais permise aux autres de voir dans des contextes professionnels. La seule chose que je veux en échange est l'opportunité d'être un homme meilleur que je ne l'ai été jusqu'à présent. L'opportunité d'honorer la mémoire de Jean en faisant pour ses enfants ce qu'il aurait fait si je n'avais pas été aussi irresponsable en matière de sécurité au travail. Vraiment ? Demanda Marc, scrutant le visage de Richard avec cette capacité des enfants à détecter la sincérité ou la fausseté chez les adultes. Vraiment, confirma Richard. Et en plus, je veux vous demander une faveur. Quelle faveur ? Demanda Sophie avec curiosité. Je veux que vous m'appreniez à être le genre de père qu'était Jean, dit Richard, sa voix se brisant d'émotion. Je veux apprendre à raconter des histoires à mes enfants, à les serrer dans mes bras quand ils sont tristes, à leur faire se sentir plus importants que n'importe quelle réunion d'affaires. Sérieusement ? Demanda Marie, surprise par une requête qu'elle n'aurait jamais pu anticiper. Sérieusement, confirma Richard. Vous avez perdu le meilleur père du monde. Mais vos souvenirs de lui peuvent m'aider à devenir un meilleur père pour mes propres enfants. Ce serait le meilleur paiement que vous pourriez me donner. Pour la première fois depuis le début de cette longue nuit de révélation, Marie sourit avec un espoir authentique. Je crois, dit-elle finalement, que Jean serait très fier de savoir que son héritage va aider une autre famille à se retrouver. 3 jours après la promesse faite à l'hôpital, Richard Dubois se tenait devant une magnifique maison de 2 étages dans le quartier résidentiel Les Jardins, tenant les clés dans une main et un contrat d'achat dans l'autre. Ce n'avait pas été une décision impulsive. Il avait passé 72 heures à rechercher méticuleusement chaque détail pour trouver la résidence parfaite pour la famille Tremblay. La maison avait tout ce que le médecin avait spécifié pour la récupération de Lucas. Un système de chauffage central, des purificateurs d'air dans chaque pièce, de grandes fenêtres laissant entrer une abondante lumière naturelle et, surtout, elle avait été construite il y a seulement 2 ans avec des matériaux entièrement exempts d'humidité et de moisissure. Mais Richard était allé au-delà des exigences médicales. La propriété comprenait 4 chambres spacieuses, 2 salles de bain complètes, une cuisine moderne avec de nouveaux appareils électroménagers, un jardin arrière où les enfants pourraient jouer en toute sécurité, et était situé dans une zone avec d'excellentes écoles publiques. C'était exactement le type de foyer que Jean Tremblay aurait rêvé de fournir à sa famille. « Êtes-vous sûr de cela, monsieur Dubois ?» demanda Marie-Hélène Leclerc, l'agente immobilière qui avait géré l'achat express. C'est une décision très généreuse, mais aussi très coûteuse. Cette propriété vaut plus que ce que beaucoup de gens gagnent en 10 ans. J'en suis absolument sûr, répondit Richard sans hésitation. De plus, ce n'est pas de la générosité, c'est une justice très tardive.
Tandis qu'il attendait l'arrivée de la famille Tremblay, Richard réfléchissait aux changements extraordinaires qui s'étaient produits dans sa vie au cours de ces 3 jours. Il avait annulé d'importantes réunions, délégué des décisions commerciales qu'il aurait normalement considérées cruciales. Et, pour la première fois depuis des années, il avait placé les besoins d'autrui avant ses propres ambitions financières. Plus important encore, il avait eu la conversation la plus honnête de sa vie avec ses propres enfants. La veille au soir, il était rentré chez lui avant 20 heures pour la première fois depuis des mois. Sébastien et Valérie dînaient seuls dans la salle à manger principale, comme à leur habitude, tandis que lui travaillait généralement très tard ou assistait à des événements d'affaires. « Papa », avait dit Valérie, surprise de le voir apparaître si tôt. « Tout va bien à l'entreprise ? Nous ne nous attendions pas à te voir avant le week-end. » Ces mots lui avaient brisé le cœur. Ses propres enfants étaient surpris de le voir à la maison en semaine, comme si sa présence paternelle était un événement extraordinaire qui ne se produisait qu'occasionnellement. « J'ai quelque chose de très important à vous raconter », leur avait-il dit, s'asseyant avec eux pour la première fois depuis des mois. « Et je dois vous demander pardon pour le genre de père que j'ai été jusqu'à présent. » Au cours des 2 heures suivantes, il leur avait raconté toute l'histoire. Marie, la maison abandonnée, Lucas à l'hôpital, la mort de Jean sur l'un de ses projets de construction, dévastatrice sur ce que signifiait vraiment être un père présent. Papa, avait dit Sébastien avec une maturité qui l'avait surpris. « Nous savons que tu travailles beaucoup pour nous donner une bonne vie. Nous n'avons jamais senti que tu ne nous aimais pas. » Mais, avait ajouté Valérie avec cette honnêteté directe qu'elle tenait de sa mère, « Nous avons senti que tu ne nous connais pas vraiment, comme si tu savais que nous existions, mais ne savais pas qui nous sommes. » Ces mots avaient été plus percutants que toutes les critiques commerciales qu'il avait pu recevoir. Ses enfants ne lui reprochaient pas de travailler autant, mais reconnaissaient qu'il avait manqué l'occasion de les connaître en tant qu'individus, avec des rêves, des peurs, des personnalités uniques. « Que pouvons-nous faire pour changer cela ?» leur avait-il demandé, sincèrement intéressé à entendre leurs idées. « Eh bien, » avait répondu Valérie après mûre réflexion, « tu pourrais commencer par nous demander comment s'est passée notre journée quand tu rentres à la maison. Pas seulement si nous avons fait nos devoirs ou si nous avons eu de bonnes notes. » Et peut-être, avait ajouté Sébastien, tu pourrais nous raconter des histoires sur ton enfance. Nous ne savons jamais rien de comment tu as grandi, ce que tu aimais faire, comment tu as rencontré maman. Richard avait promis que tout cela changerait et avait commencé cette même nuit, en leur racontant sa propre enfance, les erreurs qu'il avait commises en privilégiant le succès financier sur les relations humaines et comment une famille en crise lui avait enseigné des leçons qu'aucune école de commerce ne pourrait offrir. Maintenant, debout devant la nouvelle maison de la famille Tremblay, Richard ressentait un mélange de nervosité et d'émotion qu'il n'avait pas connu depuis qu'il était un jeune entrepreneur construisant sa première entreprise. Mais cette fois, le succès ne se mesurerait pas en gains économiques, mais dans le sourire d'une mère qui pourrait enfin offrir à ses enfants un foyer digne. Le taxi s'arrêta devant la maison à 14h précise, comme convenu. Lucas avait reçu son congé de l'hôpital ce matin-là, et, bien qu'il ait toujours l'air fragile, ses joues avaient retrouvé une partie de la couleur rose et saine de l'enfance. Marie sortit la première du véhicule, suivie de Marc, qui aida Lucas à descendre avec précaution, tandis que Sophie courut immédiatement vers le jardin avant. « Maman, regarde comme ces fleurs sont belles !» cria Sophie en montrant les rosiers qui ornaient l'entrée. « Et il y a une balançoire dans cet arbre !» Sophie, ne touche à rien, l'avertit Marie automatiquement, avec la prudence de quelqu'un qui avait appris à ne pas trop attendre de la vie. « Ce n'est pas notre maison. Nous sommes ici pour la voir, mais nous ne savons pas si. » Marie, l'interrompit Richard doucement, s'approchant avec les clés tendues vers elle. « Ceci est votre maison, entièrement la vôtre. » Le silence qui suivit fut si profond qu'on pouvait entendre le vent agiter les feuilles de l'arbre où était effectivement installée une balançoire. Marie regarda les clés comme si c'étaient des objets magiques qui pourraient disparaître si elle les touchait. « Que voulez-vous dire par entièrement la nôtre ?» demanda Marc avec cette méfiance protectrice qu'il avait développée durant des mois d'incertitude. « Je veux dire, » expliqua Richard, s'agenouillant pour être à la hauteur des 3 enfants, « que la maison est entièrement payée, qu'elle est enregistrée au nom de votre maman et que personne ne pourra jamais vous l'enlever. C'est la vôtre pour toujours. »« Pour toujours ? Vraiment pour toujours ?» demanda Lucas avec cette petite voix qui montrait encore des signes de sa récente maladie, mais qui brillait d'un espoir prudent. « Vraiment pour toujours », confirma Richard, sentant ses yeux se remplir de larmes en voyant l'expression d'étonnement sur le visage du petit garçon. Marie prit finalement les clés de ses mains tremblantes. Pendant des mois, elle avait rêvé de ce moment, mais n'avait jamais cru que ce fût possible.
Elle avait eu des fantasmes nocturnes où elle imaginait ses enfants courir dans une vraie maison, dormir dans de vrais lits, se baigner avec de l'eau chaude, mais elle s'était toujours réveillée dans cette maison abandonnée où la réalité la frappait brutalement. « Pouvons-nous entrer et la voir à l'intérieur » demanda Sophie, sautant pratiquement d'excitation. « Bien sûr » répondit Richard, guidant la famille vers la porte principale. « C'est votre maison, vous pouvez faire ce que vous voulez. » Quand Marie ouvrit la porte, ce qu'ils trouvèrent à l'intérieur dépassa toutes les attentes qu'ils auraient pu avoir. Richard n'avait pas seulement acheté la maison, il l'avait entièrement meublée avec tout le nécessaire pour une famille de 3 enfants. Dans le salon principal, il y avait un canapé confortable à 3 places, une table basse en bois massif, une grande télévision murale et, surtout, une bibliothèque remplie de livres pour enfants et adolescents. La cuisine était entièrement équipée avec de nouveaux appareils électroménagers, une vaisselle complète, et le garde-manger était approvisionné en nourriture pour plusieurs semaines. « Maman, il y a un escalier !» cria Marc en courant vers le 2e étage, comme un enfant normal de 12 ans pour la première fois depuis des mois. « Et chaque chambre a son propre lit !» ajouta Sophie, qui avait suivi son grand frère à l'étage. Richard avait porté une attention particulière aux chambres. La chambre principale avait un lit queen size, avec une literie neuve, une grande garde-robe et une commode avec miroir. Les chambres des enfants étaient décorées de manière appropriée pour leurs âges. Celle de Marc avait un bureau pour étudier et des posters éducatifs. Celle de Sophie était peinte dans des tons doux, avec un lit simple décoré de nouvelles poupées. Et celle de Lucas avait un lit évolutif qui pouvait se transformer en lit d'enfant, ainsi qu'un humidificateur spécial recommandé par les médecins. « Monsieur Dubois, » dit Marie d'une voix brisée par l'émotion. « C'est trop. C'est plus que ce que j'aurais jamais rêvé de donner à mes enfants. Je ne sais pas comment nous pourrons un jour vous rembourser. »« Marie, » répondit Richard, s'asseyant à côté d'elle sur le nouveau canapé. « Te souviens-tu de ce que tu m'as dit à l'hôpital sur la raison pour laquelle tu as décidé de travailler pour moi au lieu de chercher vengeance ? Parce que la vengeance n'allait pas nourrir mes enfants, » répéta Marie, se souvenant de ses propres mots. « Exactement, » continua Richard. « Eh bien, cette maison n'est pas une vengeance pour ce que mon entreprise a fait à Jean. Cette maison est ma façon d'honorer sa mémoire, en m'assurant que ses enfants aient les opportunités qu'il voulait leur donner. « Maman, viens voir ma chambre !» cria Lucas de l'étage, sa voix pleine d'une joie qu'il n'avait pas entendue depuis des mois. Quand ils montèrent au 2e étage, ils trouvèrent les 3 enfants explorant leur nouvelle chambre avec des expressions d'émerveillement pur. Lucas avait découvert que son lit avait des barrières latérales pour éviter les chutes, mais qu'elles pouvaient aussi être enlevées quand il serait plus grand. Sophie serrait une nouvelle poupée qu'elle avait trouvée sur son lit. Marc vérifiait les livres sur son bureau, des livres appropriés à son âge et à son niveau d'éducation. « Je peux vraiment garder tous ces livres ?» demanda Marc, tenant une encyclopédie de sciences naturelles. « Ils sont à toi », confirma Richard. « Et il y a plus de livres en bas dans la bibliothèque familiale. J'ai pensé que tu aimerais peu être raconté des histoires à tes frères et sœurs, comme le faisait ton papa. » Les yeux de Marc se remplirent de larmes. Pendant des mois, il avait assumé des responsabilités d'adulte par nécessité, mais maintenant, on lui offrait l'opportunité d'être un grand frère dans des circonstances normales, de prendre soin de Lucas et Sophie par amour, plutôt que par désespoir. « Monsieur Dubois, » dit Marc, avec un sérieux émouvant. « Puis-je vous demander quelque chose ?»« Bien sûr. Vos enfants savent-ils ce que vous faites pour nous ?» La question surprit Richard car elle révélait que Marc avait pensé non seulement à sa propre famille, mais aussi à la façon dont ses actions pourraient affecter d'autres personnes. « Oui, » répondit Richard. « Je leur ai raconté toute votre histoire, et ils savent que vous m'avez enseigné des leçons très importantes sur ce que signifie être une famille. »« Quel genre de leçons ?» demanda Sophie, se joignant à la conversation avec cette curiosité naturelle des enfants. « Ils m'ont appris que serrer ses enfants dans ses bras est plus important que de leur acheter des choses chères, » expliqua Richard. « Ils m'ont appris que raconter des histoires à la maison est plus précieux que de travailler très tard. Ils m'ont appris que connaître les rêves de mes enfants est plus important que de gagner plus d'argent. »« Allez-vous commencer à serrer plus vos enfants dans vos bras ?» demanda Lucas avec cette innocence directe que seuls les petits-enfants possèdent. « J'ai déjà commencé, » confirma Richard avec un sourire authentique. « Hier soir, j'ai serré Sébastien et Valérie dans mes bras pour la première fois depuis des mois. Et vous savez ce que j'ai découvert ? »« Quoi ?» demandèrent les 3 enfants à l'unisson. « Qu'eux aussi avaient besoin de ces câlins, mais ne savaient pas comment me les demander. » Marie, qui avait écouté cette conversation tout en explorant la salle de bain principale avec sa nouvelle douche et son eau chaude, s'approcha du groupe, les larmes coulant sur ses joues. « Monsieur Dubois, dit-elle d'une voix chargée d'émotion,
Jean serait très fier de savoir que son histoire aide une autre famille à se retrouver. Vous le croyez vraiment? Demanda Richard, ayant sincèrement besoin de cette confirmation. Complètement, répondit Marie sans hésitation. Jean disait toujours que les tragédies n'avaient de sens que si nous les transformions en opportunités pour rendre le monde un peu meilleur. Maman, dit Sophie soudain, nous pourrions inviter Monsieur Dubois et ses enfants à dîner ici un jour pour que nous puissions les rencontrer et peut-être leur apprendre certains des jeux que papa nous a appris. La suggestion prit Richard complètement par surprise. Ces enfants qui avaient tant perdu, qui avaient tant souffert par la négligence de son entreprise, offraient maintenant de partager leur nouvelle joie avec sa famille. C'était un niveau de générosité et de pardon qui l'émouvait profondément. « J'adorerais, » répondit Richard. « Et je suis sûr que Sébastien et Valérie adoreraient aussi vous rencontrer. Pouvons-nous leur montrer comment papa nous a appris à faire des petits théâtres ?» s'exclama Sophie avec un enthousiasme croissant. « Et Marc peut leur raconter certaines des histoires que papa nous inventait. Et Lucas peut leur apprendre ses chansons préférées, » ajouta Marc en portant son petit frère avec cette tendresse protectrice qu'il avait développée durant les mois difficiles. Richard observa cette planification spontanée d'une réunion de famille et réalisa qu'il assistait à quelque chose d'extraordinaire. Ses enfants ne pensaient pas en termes de nous contre eux ou de pauvres contre riches. Ils pensaient simplement en termes de familles qui peuvent s'entraider pour être plus heureuses. « Il y a une chose de plus que je veux vous montrer, » dit Richard, guidant la famille vers la fenêtre de la chambre principale qui donnait sur le jardin arrière. Dans la cour, il y avait quelque chose qui avait nécessité des jours de planification spéciale. Un petit potager surélevé avec de la terre fertile, des outils de jardinage adaptés aux enfants et des graines de légumes et d'herbes que la famille pourrait cultiver ensemble. Jean a toujours voulu apprendre à ses enfants à cultiver leurs propres aliments, expliqua Richard. Marie m'a raconté à l'hôpital qu'il parlait d'avoir un jardin où il pourrait apprendre d'où vient la vraie nourriture. « Papa vous a dit ça ?» demanda Marc, surpris que Richard connaisse des détails si intimes sur les rêves de son père. « Ta maman me l'a raconté, » précisa Richard. « Et j'ai pensé que peut-être vous pourriez m'apprendre aussi. Je n'ai jamais rien planté de ma vie. »« Oui !» cria Lucas, applaudissant de ses petites mains qui semblaient déjà plus fortes après le traitement médical. « Nous pouvons planter des tomates et des laitues et des carottes et de jolies fleurs pour maman, » ajouta Sophie, toujours soucieuse de rendre sa mère heureuse. Marie s'approcha de la fenêtre et observa le jardin avec une expression mêlant gratitude, étonnement et une profonde mélancolie. C'était exactement ce que Jean avait rêvé pour sa famille. Et bien qu'il ne fût pas physiquement présent pour le voir, son esprit et ses valeurs étaient complètement vivants à ce moment. « Jean », murmura-t-elle doucement, parlant à son mari décédé comme s'il pouvait l'entendre, « nos bébés ont enfin le foyer que tu voulais leur donner. » Richard réalisa qu'il assistait à un moment sacré, un instant où l'amour transcende la mort et où les rêves reportés trouvent enfin leur réalisation. Ce n'était pas seulement une maison qu'il livrait, c'était la matérialisation des espoirs d'un père mort trop tôt, mais dont l'héritage continuerait à vivre à travers ses enfants. « Marie, » dit Richard, « enfin, il y a une condition pour cette maison. » La panique instantanée qui apparut dans les yeux de la femme lui brisa le cœur, mais il était nécessaire d'établir cette condition spécifique. « Quelle condition ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Que tu me permettes de changer toutes les politiques de sécurité au travail chez Dubois Industries, » répondit Richard avec un sérieux absolu. « Que tu m'aides à mettre en œuvre des protocoles garantissant qu'aucun autre travailleur ne souffre ce que Jean a souffert, que tu transformes la tragédie de ton mari en la salvation d'autres travailleurs. » Marie le regarda pendant de longues secondes, traitant l'ampleur de ce qu'il proposait. « Vous êtes sérieux ?» demanda-t-elle finalement. « Complètement sérieux », confirma Richard. « Je veux que Jean Tremblay devienne le nom du programme de sécurité au travail le plus strict de toute l'industrie de la construction. » Pour la première fois depuis la perte de son mari, Marie sentit que la tragédie qui avait détruit sa vie aurait enfin un but qui honorerait la mémoire de Jean de la manière la plus significative possible. « J'accepte !» dit-elle d'une voix ferme. « J'accepte de tout mon cœur. » Le premier dîner de famille entre les familles Dubois et Tremblay eut lieu une semaine après la remise de la maison. Richard arriva à 18h avec Sébastien et Valérie, apportant des fleurs pour Marie et des jouets éducatifs pour les 3 enfants. Ces enfants avaient été nerveux toute la journée, ne sachant pas à quoi s'attendre de cette famille qui avait si profondément transformé leur père. La maison qui était autrefois un rêve impossible débordait maintenant de vie et de chaleur humaine. L'arôme de la nourriture faite maison se mêlait au son des rires d'enfants, créant cette atmosphère de vrai foyer qu'aucun manoir ne pourrait reproduire. Lucas s'était remarquablement amélioré.
Ses joues avaient une couleur saine, et sa respiration était claire et forte. « Papa !» murmura Valérie, alors qu'il marchait vers la porte principale. « Es-tu nerveux ?»« Un peu », admit Richard, avec honnêteté. « Mais c'est une bonne nervosité, comme quand on est sur le point de vivre quelque chose de spécial. » Marie ouvrit la porte avec un sourire radieux qui contrastait dramatiquement avec la femme désespérée que Richard avait vue à l'hôpital des semaines auparavant. Elle portait une robe simple mais propre, et il y avait quelque chose dans sa posture qui parlait de dignité retrouvée. « Bienvenue chez nous », dit-elle avec une chaleur authentique qui mit immédiatement Sébastien et Valérie à l'aise. Les premières minutes furent inévitablement maladroites. Sébastien et Valérie, habitués aux dîners formels servis par le personnel domestique, se retrouvèrent dans une cuisine où la famille elle-même préparait les repas et où chacun était censé participer à la mise en place de la table. « Besoin d'aide avec quelque chose ?» demanda Sébastien, ne sachant pas exactement comment offrir son aide dans un environnement si différent de son expérience habituelle. « Bien sûr », répondit Marc avec enthousiasme. « Peux-tu m'aider à apporter les assiettes à table ? Dans notre famille, tout le monde aide pour tout. » Valérie observait, fascinée, comment Sophie aidait Lucas à se laver les mains avant de manger, comment Marc vérifiait que tout était prêt, comment Marie coordonnait les activités avec une efficacité née de l'amour plutôt que de la rigidité. C'était un type de dynamique familiale complètement nouveau pour elle. Le dîner consistait en des plats simples, mais préparés avec soin. Poulet en ragoût, riz, haricots, salade fraîche du potager qu'ils avaient commencé à cultiver et tortillas faites maison. Il n'y avait rien de luxueux, mais chaque bouchée avait une saveur qui parlait de temps investi, d'attention portée, de nourriture préparée comme un acte d'amour. « Dans notre famille », expliqua Marie en servant les plats, « nous avons une tradition pour les dîners. Chaque personne partage quelque chose de bien qui lui est arrivé pendant la journée et quelque chose pour lequel elle se sent reconnaissante. Quelque chose de bien et quelque chose pour lequel on se sent reconnaissant. » Répéta Valérie comme si c'était un concept complètement étranger. « Oui », confirma Lucas avec cette joie contagieuse des petits-enfants. « Je commence toujours parce que je suis le plus petit. Quelque chose de bien qui m'est arrivé aujourd'hui, c'est que j'ai pu courir dans le jardin sans me fatiguer et je me sens reconnaissant parce que je n'ai plus mal à la poitrine quand je respire. » La simplicité et la profondeur de ces mots impressionnèrent Sébastien et Valérie. Cet enfant de 5 ans, qui avait été très gravement malade des semaines auparavant, trouvait de la joie à pouvoir respirer normalement et courir sans douleur. Leurs propres préoccupations quotidiennes concernant les notes, les jeux vidéo et les plans sociaux semblaient triviales en comparaison. « C'est à moi », annonça Sophie. « Quelque chose de bien qui m'est arrivé, c'est que j'ai trouvé un papillon dans notre potager. Et il est resté sur mon doigt pendant longtemps. Et je me sens reconnaissante parce que j'ai ma propre chambre où je peux ranger tous mes trésors. »« Quel genre de trésors ?» demanda Valérie avec une curiosité sincère. « De jolies pierres que je trouve dans le jardin, des feuilles aux formes intéressantes, des dessins que je fais pour maman, » expliqua Sophie avec sérieux. « Papa disait toujours que les trésors les plus précieux ne coûtent pas d'argent. » Marc continua. « Quelque chose de bien qui m'est arrivé, c'est que j'ai parfaitement compris mon devoir de maths sans aide, et je me sens reconnaissant parce que je peux étudier à mon propre bureau sans bruit qui me distrait. » Marie sourit avec une fierté maternelle avant de parler. « Quelque chose de bien qui m'est arrivé aujourd'hui, c'est de voir Lucas jouer heureux dans le jardin, et je me sens reconnaissante parce que mes enfants ont un foyer sûr où ils peuvent grandir et rêver. » Tous se tournèrent vers Richard, Sébastien et Valérie. C'était leur tour de participer à cette tradition familiale, mais aucun d'eux n'avait jamais réfléchi à leur journée de cette manière si intentionnelle. « Moi, nous n'avons jamais fait cela auparavant », admit Richard avec honnêteté. « Mais je veux essayer. Quelque chose de bien qui m'est arrivé aujourd'hui, c'est de voir le sourire de Lucas quand il a couru vers la porte pour nous accueillir. Et je me sens reconnaissant parce que vous m'apprenez à être un meilleur père. » Sébastien hésita avant de parler. « Quelque chose de bien. Je crois que quelque chose de bien qui m'est arrivé, c'est de rencontrer Marc et de réaliser qu'il y a des gens de mon âge qui sont beaucoup plus matures et responsables que moi. Et je me sens reconnaissant parce que papa apprend à passer plus de temps avec nous. » Valérie fut la dernière. « Quelque chose de bien qui m'est arrivé, c'est de voir comment Sophie prend soin de Lucas. Cela m'a fait réfléchir à la façon dont je peux être une meilleure grande sœur, et je me sens reconnaissante parce que cette famille me montre ce que signifie vraiment s'aimer les uns les autres. » Le silence qui suivit fut rempli de chaleur et de connexion. Il était évident que quelque chose de fondamental avait commencé à changer dans la dynamique des deux familles. « Maintenant », annonça Marc avec enthousiasme. « C'est l'heure des contes. » Au cours de l'heure suivante, les enfants tremblaient, partagèrent les histoires que Jean leur racontait
mais avec une touche spéciale. Ils invitèrent Sébastien et Valérie à être des personnages dans les aventures. Sophie inventa une histoire où Valérie était une princesse scientifique qui sauvait des royaumes avec ses expériences. Marc créa une aventure où Sébastien était un explorateur qui découvrait des civilisations perdues. Lucas, avec l'aide de ses frères et sœurs, raconta une histoire où ils étaient tous des super-héros qui travaillaient ensemble pour rendre le monde meilleur. Richard observait cette interaction et réalisait que ses enfants expérimentaient quelque chose qu'ils n'avaient jamais eu. La joie pure de l'imagination partagée, de créer des mondes fantastiques avec d'autres enfants, d'être valorisés non pas pour ce qu'ils possédaient, mais pour qui ils étaient en tant que personnes. « Papa » demanda Valérie, quand les histoires furent terminées. « Pourrions-nous faire cela à la maison aussi? Les dîners avec gratitude et les contes ?»« J'adorerais » répondit Richard, se sentant plus connecté avec ses enfants qu'il ne l'avait été depuis des années. Au fur et à mesure que la nuit avançait, la conversation devint plus profonde. Marie raconta à Sébastien et Valérie des souvenirs de Jean, non pas comme une figure tragique, mais comme un père aimant qui avait rempli leur vie de joie et d'enseignements précieux. « Qu'est-ce qui vous manque le plus chez lui ?» demanda Sébastien avec une curiosité sincère. « Son rire » répondit Lucas immédiatement. « Papa riait très fort quand nous jouions, et toute la maison était remplie de bonheur. Ses câlins d'ours » ajouta Sophie. « Il nous serrait si fort que nous avions l'impression que rien de mal ne pouvait nous arriver tant que nous étions dans ses bras. » Ses conseils, dit Marc avec le sérieux de quelqu'un qui avait dû grandir trop vite. Il savait toujours exactement quoi nous dire quand nous avions des problèmes ou quand nous étions confus. Mais vous savez ce qui est le plus incroyable, ajouta Marie avec un sourire plein d'amour. Toutes ces choses qui nous manquent chez papa sont toujours vivantes en vous. Lucas a son rire joyeux. Sophie fait des câlins qui guérissent le cœur. Et Marc a cette sagesse spéciale pour aider les autres. Vraiment? Demanda Lucas, les yeux brillants. Complètement vrai, confirma sa mère. Papa vit à travers vous chaque jour. Cette conversation eut un impact profond sur Sébastien et Valérie. Ils réalisèrent qu'ils avaient tenu pour acquise la présence de leur père, sans apprécier les opportunités de créer des souvenirs et des liens significatifs, tant qu'il était encore possible. « Papa, dit Sébastien plus tard cette nuit-là, en rentrant à la maison, nous pourrions commencer à faire des choses ensemble les week-ends, pas des choses chères, mais des choses comme celles que le papa de Marc faisait avec eux. »« Et quel genre de choses as-tu en tête ?» demanda Richard, ému par cette initiative de son fils. « Peu. Être que nous pourrions apprendre à cuisiner ensemble, suggéra Valérie, ou faire des projets dans le jardin ou simplement nous asseoir et discuter sans télévision ni téléphone. Cela me semble parfait, répondit Richard, sentant son cœur se remplir d'un bonheur qu'aucun succès commercial n'avait pu lui procurer. 3 semaines plus tard, Richard était dans son bureau, mais cette fois-ci, il ne travaillait pas tard. C'était vendredi après-midi, et il avait établi une nouvelle politique personnelle. Plus de travail après 17-0 le vendredi, et les week-ends étaient sacrés pour la famille. Marie avait commencé à travailler comme consultante en sécurité au travail pour Dubois Industries, aidant à concevoir des protocoles qui protégeraient les autres travailleurs des tragédies comme celle qu'avait subie Jean. Sa connaissance intime des conséquences humaines de la négligence en entreprise l'avait transformée en une voix puissante pour le changement. « Monsieur Dubois », dit Marie en entrant dans son bureau avec un dossier rempli de documents. J'ai le rapport final sur les nouvelles mesures de sécurité du programme Jean Tremblay. Au cours des dernières semaines, ils avaient travaillé ensemble pour mettre en œuvre les normes de sécurité au travail les plus strictes de l'industrie. Des équipements de protection de la plus haute qualité, des inspections quotidiennes obligatoires, une formation exhaustive pour tous les travailleurs et un fonds d'urgence pour les familles de tout employé blessé au travail. « Quels sont les résultats ?» demanda Richard, bien qu'ils connaissent déjà la réponse grâce aux rapports hebdomadaires. 0 accident de travail sur toutes nos constructions au cours des 3 dernières semaines, rapporta Marie avec une fierté évidente. Les travailleurs disent qu'ils se sentent plus en sécurité et plus valorisés que jamais. Ah, et l'impact financier? Les coûts initiaux ont été importants, admit Marie. Mais les économies sur les assurances, les poursuites judiciaires et le temps perdu à cause des accidents compensent déjà l'investissement. De plus, notre réputation d'entreprise responsable attire de meilleurs travailleurs et des contrats plus prestigieux. Richard sourit en se rappelant comment il pensait autrefois que la sécurité au travail était une dépense inutile qui réduisait les profits. Il comprenait maintenant que c'était un investissement dans des vies humaines qui s'avérait également être une excellente décision commerciale. « Marie, dit-il en fermant le dossier, puis-je te demander quelque chose de personnel ? » « Bien sûr. As-tu déjà le sentiment que Jean serait fier de ce que nous avons accompli ?
Marie sourit avec cette sérénité qu'elle avait développée durant les mois de guérison. Chaque jour, surtout quand je vois d'autres travailleurs rentrer sains et saufs chez eux, sachant que leurs enfants ne vivront pas ce que les miens ont vécu. Et tes enfants? Comment s'adaptent-ils à tous les changements? Lucas est complètement guéri. Les médecins disent qu'il n'y a aucune trace de l'infection respiratoire, rapporta Marie avec une joie maternelle. Sophie s'épanouit dans sa nouvelle école. Ses professeurs disent que c'est une enfant brillante et compatissante. Et Marc? Qu'en est-il de Marc? Marc me surprend chaque jour, continua Marie avec fierté. Il a commencé à parler d'étudier le génie civil quand il sera grand. Il veut concevoir des bâtiments qui seront complètement sécuritaires pour tous les travailleurs. Vraiment, il dit qu'il veut continuer le travail que son papa a commencé et que vous aidez à terminer, expliqua Marie. Il veut que le nom Tremblay soit synonyme de construction sécuritaire. Richard sentit ses yeux se remplir de larmes. Le fils de Jean n'avait pas seulement surmonté la tragédie, mais il la transformait en inspiration pour consacrer sa vie à protéger les autres. « Marie, dit-il finalement, je veux te faire une proposition. » « Quel genre de proposition ? » « Je veux créer un fonds de bourses universitaires au nom de Jean Tremblay, expliqua Richard avec un enthousiasme croissant. Pour les enfants de travailleurs de la construction qui veulent étudier l'ingénierie, l'architecture ou toute carrière liée à la sécurité de l'industrie. Vous êtes sérieux ? Complètement sérieux. Et je veux que tu gères ce fonds, continua Richard. Qui mieux que la veuve de Jean pour décider quel jeune mérite l'opportunité de transformer les tragédies en solutions. Marie resta sans voix pendant plusieurs minutes, traitant l'ampleur de ce que Richard proposait. « Savez-vous ce que cela signifie ?» demanda-t-elle finalement. « Cela signifie que Jean Tremblay deviendra une force pour le bien qui transcende sa propre mort, » répondit Richard. « Cela signifie que son héritage sauvera des vies pendant des générations. »« J'accepte, » dit Marie d'une voix ferme et émue. « J'accepte de tout mon cœur et au nom de Jean. » Cette même nuit, dans la maison qui débordait maintenant de vie et de bonheur, les deux familles se réunirent à nouveau pour souper. Mais cette fois, il y avait une tradition supplémentaire. À la fin du souper, ils allumaient une bougie spéciale en l'honneur de Jean Tremblay. « Papa !» dit Sophie en s'adressant à la bougie comme si Jean pouvait l'entendre. « Aujourd'hui, Monsieur Richard nous a parlé des bourses qui aideront d'autres enfants à étudier pour faire des travaux plus sûrs. Es-tu fier de nous ?» À ce moment-là, comme si l'univers voulait répondre à la question de la fillette, une légère brise agita les rideaux de la fenêtre, faisant danser la flamme de la bougie d'une manière spéciale. « Papa est ici !» murmura Lucas avec cette certitude absolue des petits-enfants. Il nous dit qu'il est fier. Richard observa cette scène et réalisa qu'il avait été témoin de la transformation la plus extraordinaire de sa vie. Une tragédie avait été transformée en rédemption, une injustice avait été transformée en justice, et une mort avait donné vie à un héritage qui protégerait d'innombrables familles futures. « Vous savez ce qui est le plus incroyable dans toute cette histoire ?» dit Richard en regardant tous les enfants présents. « Quoi ?» demandèrent-ils à l'unisson. « Que Jean Tremblay ne sera jamais qu'un nom sur une pierre tombale, expliqua Richard avec une profonde émotion. Ce sera le nom sur des bourses universitaires qui aideront des jeunes à étudier. Ce sera le nom sur des protocoles de sécurité qui sauveront des vies. Ce sera le nom dont se souviendront d'autres travailleurs lorsqu'ils rentreront sains et saufs chez eux chaque nuit. Et ce sera le nom que nous porterons avec fierté pour toujours, ajouta Marc avec cette maturité qu'il avait développée à travers l'adversité transformée en but. Exactement, confirma Richard. Jean Tremblay est devenu immortel non pas parce qu'il est physiquement avec nous, mais parce que son amour, ses valeurs et son sacrifice continuent de rendre le monde meilleur chaque jour. À ce moment-là, avec deux familles unies autour d'une table, avec une bougie honorant la mémoire d'un homme bon et avec l'avenir brillant de promesses de vie sauvées et de rêves réalisés, tous comprirent qu'ils avaient assisté à quelque chose d'extraordinaire. La mort de Jean Tremblay avait été une tragédie. Mais son héritage était devenu la plus belle histoire de rédemption, d'amour et d'espoir que quiconque d'entre eux aurait pu imaginer. Et chaque fois qu'un travailleur rentrerait sain et sauf chez lui, chaque fois qu'un jeune recevrait une bourse pour étudier, chaque fois qu'une famille n'aurait pas à souffrir ce que la famille Tremblay avait souffert, Jean Tremblay continuerait de vivre. Parce que l'amour véritable ne meurt jamais. Il se transforme seulement en des formes de plus en plus belles de rendre le monde meilleur.